Merci d'écouter Sounds Like Portraits et bienvenue dans le 146e épisode saison 7 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Sounds Like Portraits est disponible sur Spotify, Stitcher, Apple Podcast et Google Podcast. Et si vous aimez, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com. Cette semaine, dans le lobby d'un hôtel près de Paris, je rencontre le journaliste de France Télévisions Nelson Montfort, un des journalistes les plus connus et le journaliste sportif le plus apprécié des Français. À la télévision, le travail d'un journaliste sportif est d'abord de nous permettre, à nous, téléspectateurs, de mieux comprendre l'histoire qui se joue sur le terrain, en éclairant le contexte et les enjeux. Puis il s'agit ensuite d'aller à la rencontre des athlètes pour nous permettre de les approcher par son intermédiaire et de ressentir l'émotion de leur présence. Nelson a ainsi interviewé Carl Lewis, Usain Bolt ou Roger Federer, des champions qui incarnent dans notre culture un archétype de réussite, d'exemplarité et de dépassement de soi. Tous les sportifs ne sont pas des champions, mais tous les sportifs s'identifient à des champions. En écoutant Nelson, j'ai découvert que l'émotion était aussi une information. Elle dévoile derrière l'athlète la générosité ou la grossièreté de la personne, des éléments clés pour que nous puissions nous identifier ou pas à un champion. Derrière la légèreté des interviews du journaliste sportif se joue donc aussi la transmission sur le plan de l'émotion des grandes valeurs qui cimentent notre culture. Mais au fait, comment faire pour interviewer les athlètes sur le terrain ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Nelson, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à ce que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais. Et à quel signe est-ce que tu peux vérifier justement cette fidélité ? À tout ce que j'ai essayé d'entreprendre. J'ai toujours voulu aller vers ce qui n'était pas le plus évident pour moi, pas du tout ce à quoi on me destinait. J'avais en ligne, en point de mire, le fait de rentrer dans la communication, si possible dans le journalisme, et j'ai tout fait pour ça. Donc aujourd'hui, si j'en juge par le chemin parcouru, je me dis qu'au fond, je ne me suis pas trompé de vocation au départ. Et il n'y a pas eu d'alternative à cette attirance vers la communication. Tu parles de communication et pas de journalisme. Alors justement, parce qu'au départ, ça aurait pu être peut-être la publicité, l'événementiel, la communication au sens large. La vocation pour le journalisme est venue un petit peu plus tard, mais le point commun, c'était la vie en plein air, le sport, les arts, la musique, la culture, le théâtre, tout ce qui fait le sel de la vie. Et tout le contraire de ce pourquoi tu étais destiné à être, c'est-à-dire diplomate, banquier. C'est exactement ça. D'ailleurs, les deux professions que tu évoques étaient sans doute celles, j'y ajouterais peut-être celle d'avocat aussi, mais ces deux, trois professions étaient celles à laquelle je me destinais, surtout à laquelle on me destinait. Mais j'avais autre chose en tête. Quelles étaient les sources d'inspiration qui t'ont orienté vers cette direction ? C'est venu en deux temps. Le premier temps, si je puis dire, la première étape, c'était avec mes parents et notamment avec mon père qui était citoyen américain, qui adorait le sport, qui adorait la vie en plein air, qui adorait le golf, qui adorait les échanges, la nature. Qui était militaire. Qui était militaire, pas de profession, pas de carrière, mais qui était militaire, oui. Qui était même, on peut le dire, un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Lui m'a inculqué, m'a enseigné, parmi bien d'autres choses évidemment, l'amour de la vie en plein air, du contact humain, de tout ça. Et là, c'est vrai qu'à travers les sentiers escarpés que j'ai pris, surtout au départ, je me suis rendu compte que c'était vraiment la voie que je cherchais, vraiment. Et pourtant, ça ne suffit pas pour s'orienter vers le journalisme. Non, c'est exact. Ça, c'est venu un petit peu plus tard. C'est venu vers l'âge de 22, 24 ans, comme ça, après avoir pas mal arpenté différentes professions. Même un peu plus tard, 22, 24 ans, c'est l'âge à lequel je commençais à me dire, tiens, peut-être que je pourrais aller vers ce secteur-là. Et puis un petit peu plus tard, j'ai commencé à avoir quelques collaborations, certainement assez timides au départ, des collaborations de pigistes dans la presse.
Et puis après, de petit à petit, les choses se sont faites, que j'ai commencé à... Ça a été un déclic. J'ai commencé à travailler pour une... Je présentais et produisais une émission sur la radio Europe 1 qui s'appelait Tie Break and Green. Tie Break and Green, c'était tennis et golf, qui était le samedi et le dimanche matin. Et c'est à ce moment-là que les responsables de... On disait FR3 à l'époque, on commençait à écouter cette émission. Je pense notamment à Jacques Chancel, qui est devenu après mon parrain, mon mentor, enfin, je lui dois énormément dans cette profession. Je lui suis resté fidèle jusqu'au bout, et aujourd'hui je reste fidèle à son souvenir également jusqu'au bout. Et donc, voilà, c'est Jacques qui a effectivement beaucoup fait pour moi, et je pense qu'il a reconnu dans le encore relativement jeune, j'étais plus un tout jeune homme, enfin relativement jeune, une trentaine d'années, quelqu'un qui pouvait peut-être ressembler un petit peu à ce qu'il aimait. Qu'est-ce que tu as appris d'essentiel de Jacques Chancel ? Ce que je retiens de lui, c'est avant tout, parce que j'en étais le témoin direct. Il connaissait la terre entière, que ce soit en France ou à l'étranger. Il connaissait les rois, les reines, les présidents, les chefs d'État, les prélats, enfin tout. Et puis en même temps, il connaissait les bergers des Pyrénées, parce qu'il avait un très très beau domaine à Miramont, non loin de Lourdes, enfin dans cette région-là. Et je me souviens très bien de l'avoir vu avoir exactement la même attitude avec les puissants qu'avec les modestes. Ça, pour moi, c'est la plus belle qualité de la vie. Peut-être même était-il encore plus à l'aise avec les modestes. Je pense notamment à ses bergers, ses voisins, ses amis. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Et je me suis dit qu'au fond, bon, il réussit une carrière formidable, avec cette attitude-là. Et j'ai essayé de m'en inspirer. Ce n'est pas que j'ai dû tellement me pousser, parce que je crois avoir cette caractéristique, mais ça m'a énormément appris, parce que je sais parfois ce qu'on dit dans cette profession. On dit « Oh oui, celui-là c'est un formidable professionnel, mais alors quel type épouvantable ?» Ben non, on peut être un formidable, je ne sais pas, en tout cas on peut essayer d'être un bon professionnel tout en ayant une attitude agréable et gentille avec les gens. Est-ce qu'à ton tour, il t'est arrivé d'être un mentor, ou est-ce que tu as eu conscience d'être un mentor pour quelqu'un d'autre ? Alors, il y a deux... Alors, la question tombe bien, parce que grâce à la fondation Manpower, dont je suis le parrain, nous avons repéré un garçon et une fille, qui se destinent vraiment à être journalistes et qui sont sous ma protection. Moi, c'est un petit peu ça, sous ma parrainage. Sous mon parrainage. En tout cas, sous mon aile, je l'espère, protectrice et bienveillante. Parce que c'est pas un métier, de bisounours. Hein. C'est pas un métier où on vous ouvre toutes les portes. Moi, j'en suis le témoin. Je ne connaissais absolument personne quand j'ai démarré dans cette profession. Et on me dit oui, il faut connaître, il faut être pistonné, il faut connaître tout. Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est absolument pas vrai. Je connaissais personne. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, encore aujourd'hui, je ne veux pas dire que je connais personne, ce serait un cliché, mais mes véritables amis ne sont pas du tout dans l'audiovisuel, ils en sont même assez loin. Mais c'est très bien ainsi. Tu es entré dans le journalisme et tu es connu parce que tu as beaucoup commenté les sports, notamment le patinage artistique, le tennis, l'athlétisme et bien d'autres sports. Pour toi, quelle est la marque d'un bon commentateur ? De laisser parler l'image. On ne reprochera jamais, ça je l'ai appris au fil du temps, on ne reprochera, ça va te faire sourire, jamais à un commentateur de ne pas assez parler. On lui reprochera toujours de trop parler. Et ça, c'est bien l'apport des consultants, à la fois du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'évidemment, ils sont compétents, ça crédibilise beaucoup le commentaire d'avoir un ancien champion de tennis, de patinage, d'athlétisme, que sais-je, la cause est entendue et c'est vrai. Mais en revanche, l'écueil, c'est qu'effectivement, à 2, on est plus bavard que seul, à 3, on est plus bavard qu'à 2, à 4, on est plus bavard qu'à 3, c'est automatique. Et je sais que les téléspectateurs, à juste titre, se plaignent, enfin en tout cas peuvent se plaindre qu'on soit trop bavard. Alors plus moi, j'ai aucun problème avec ça, puisque mon surnom, Nelson Montfort, c'est mais le son moins fort, donc c'est ce que j'essaye de faire. J'ai toujours, il y a des commentateurs qui viennent avec des paquets de notes sous les yeux. Moi, je viens avec une feuille où il y a marqué en grand silence. Alors, je ne te dis pas que j'ai quand même quelques notes, quelques penses-bêtes, etc., dont je ne me sers pas tellement, à dire vrai. Mais voilà, le silence est très important en matière de commentaires. Le silence, évidemment, à propos. Quand il s'impose, évidemment. Mais je me demande, au fond, qu'apporte le commentaire à un événement sportif ? Est-ce que c'est pas ça qui
le transforme en spectacle. Alors ça, c'est une bonne observation à laquelle je répondrai simplement une chose, c'est que quand on vient assister à un événement sportif live, quand on vient, il n'y a pas de commentaire. Or, je pense quand même que les plus beaux souvenirs qu'on puisse avoir d'un événement de sport, même si on est moyennement placé, c'est quand même d'être sur place. C'est vrai, mais le commentaire implique un écran. Oui. Et s'il y a un écran sans commentaire, c'est pas forcé que le spectacle ait son plein éclat. Alors, c'est tout à fait exact. Et pour moi, il est impossible d'avoir un écran sans commentaire. Mais il n'est pas possible non plus d'avoir un écran avec des commentaires incessants. Mais encore une fois, ce que je suis en train de dire là, Philippe, je ne plaide pas pour ma paroisse. Je veux dire, il y a quelques années, nos confrères de la télévision allemande de sport, donc commentateurs, s'étaient mis en grève pour je ne sais plus quelle raison. Et donc pendant tout un week-end, il y avait donc les événements étaient retransmis, mais il n'y avait pas de commentaires. Le football, je sais pas, le ski, le patinage, que sais-je. Et les téléspectateurs par milliers ont appelé pour dire « Ah, c'est formidable, que ça reste comme ça, que reste comme ça. » Inutile de dire que les journalistes ont très rapidement repris le travail. Voilà, donc ça c'est également une anecdote qui m'a marqué. Je te pose la question du spectacle, du rapport entre le commentaire sportif et le spectacle, parce qu'en 1961, il y a un écrivain qui s'appelle Jean Thibaudot qui a écrit un texte radiophonique qui reprenait exactement les codes du commentaire de match de foot, pour la radio donc, et ce commentaire théâtral, il touchait à quelque chose de très fin, qui est l'imaginaire. Je suis extrêmement attaché à l'imaginaire, justement. Je suis extrêmement attaché, c'est la raison pour laquelle je suis très attaché aux médias radio. Parce que la radio, on ne voit pas, on imagine. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je ne suis pas un très grand fan des caméras dans les vestiaires, d'aller dévoiler l'intimité. Je ne suis pas un grand fan de ça. Je trouve que il faut maintenir ce mystère, n'est-ce pas? Voilà, cet imaginaire, c'est le mystère, c'est à peu près la même chose. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est sans doute un propos d'arrière-garde, parce qu'aujourd'hui, les caméras sont partout. Je trouve qu'elles sont beaucoup trop présentes. Je te donne un exemple. Le joueur de tennis suisse Roger Federer avait horreur de voir les caméras dans les vestiaires. C'est du reste les seules fois où je l'ai vu un peu s'énerver. Il les a mis dehors. Mais moi, je comprends ça. On viole l'intimité Donc moi, je comprends ça. Et à chaque fois que j'ai pu ne pas le faire, justement, j'étais là. Je te donne un exemple. Par exemple, à un moment donné, on dit, bon, tiens, on va faire des interviews d'avant-match, donc juste à la sortie des vestiaires à Roland-Garros, etc. Très vite, je me suis rendu compte que, ça n'apportait pas grand-chose, parce que les joueurs étaient mutiques, ce que je comprends très bien avant d'aller disputer un match sur le court central ou autre. Et puis la deuxième chose, c'est que ça viole une forme de leur intimité. Moi, j'ai des très, très grands souvenirs, ça se rejoint, de commentaires radio. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait les radio-reporters. Les radio-reporters, c'était des grandes voix. Alors, une voix peut être également un visage. On me dit souvent avec beaucoup de gentillesse que j'ai un peu les deux. Mais c'est vrai qu'on me dit souvent, je reconnais votre voix, on connaît ça parmi toutes. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je te parle du spectacle et du théâtre, de cet aspect théâtral des rencontres sportives, parce que tu aimes le théâtre, tu as fait du théâtre. Qu'est-ce que tu aimes en interprétant une pièce sur scène? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le commentaire au bord d'un match? Déjà, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'être sur une scène de théâtre que d'être derrière un micro au bord d'un cours, au bord d'une piste d'athlétisme ou que sais-je. Même si effectivement, par définition, le public est moins nombreux, mais c'est beaucoup plus difficile parce que là, on échange vraiment en chair et en os. Faire du théâtre signifie quelque part un peu se mettre en danger, même si c'est un danger extrêmement plaisant, même si c'est un choix, c'est un danger choisi. Mais pour moi, faire du théâtre, et d'ailleurs, il y a d'autres choses qui vont arriver, et sans doute même dès cet automne, pour moi, c'est un choix merveilleux. Alfred Hitchcock disait, le théâtre, c'est la vie en mieux. Je suis complètement d'accord avec ça. Où est le risque? Qu'est-ce que tu mets en jeu quand tu es sur scène? Est-ce que c'est de perdre tes lignes, de perdre ton texte? Alors, j'ai deux types de spectacles. Le premier, c'est effectivement interpréter des pièces, enfin j'en ai pas non plus joué 50, enfin je commençais à avoir un petit palmarès de 4-5 pièces de théâtre. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai également des spectacles sur deux immenses artistes de la chanson française qui sont Georges Brassens et Jean Ferrat, où là, j'interprète ce qu'on appelle une causerie musicale, c'est-à-dire que je détaille leur vie à travers leurs principales chansons, en faisant chanter le public. Et là, il y a un contact vraiment
magnifique qui s'est créé et que j'entends continuer. Donc dans un cas, ce sont mes mots, je dirais, pour mes spectacles. Dans l'autre cas, ce sont les mots des auteurs. Dans le cas du commentaire sportif, c'est de l'improvisation. Alors oui, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se dérouler par définition. Comme d'ailleurs dans les interviews d'après-match, on me dit ce que tu prépares avant. Je ne peux pas préparer tellement avant, je ne connais pas le résultat. Or, l'interview qui va suivre le match est quand même extrêmement dépendante du résultat. Donc voilà, le seul avec lequel, disons qu'on peut prévoir un peu à l'avance, c'est quand Rafael Nadal est sur terre battue. Parce que bon là, les fêtes sont tellement rares que voilà. Donc là, on peut prévoir à peu près à l'avance. Mais sinon, dans notre cas, c'est l'incertitude et c'est très bien comme ça. Tu évoquais Philippe Candeloro, c'est un des comparses avec lesquels tu as beaucoup commenté. Il y a eu aussi Annick Dumont. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une paire de commentateurs fonctionne ? Alors, je sais que beaucoup de mes confrères ne vont pas nécessairement te dire ça, et moi je le pense vraiment. Déjà, je pense qu'il faut être ami dans la vie. On peut me raconter tout ce qu'on veut. Oui, l'antenne est une chose, la vie en est une autre. Non, je pense que a fortiori, quand on part en reportage à l'étranger, parfois même dans des pays lointains, je pense au Japon avec Philippe, je veux dire, on est quasiment ensemble toute la journée, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'entente, si c'est uniquement pour être à l'antenne de 20h à 22h, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la complicité, l'amitié, la confiance naît du fait de bien s'entendre dans la vie. Alors après, il y a la connaissance de son sport et, si possible, un petit peu d'humour. Au fond, nous sommes dans le sport à la télévision, c'est plutôt, je pense, pour que les gens passent des bons moments. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et j'ai toujours voulu mettre des doses d'humour dans le commentaire. Quand tu commentes, est-ce que tu arrives à ne pas tomber dans le chauvinisme si tu apprécies plus une équipe ou un joueur qu'un autre ? Mais ça, c'est une très bonne question. Moi, je réponds à cela de la façon suivante. Évidemment, c'est impossible d'être complètement neutre, que ce soit même quand sa propre équipe ne joue pas. Moi, s'il y a deux équipes étrangères qui jouent, forcément, on va toujours en préférer une à l'autre pour des raisons qui sont parfois intimes. Voilà. Donc, a fortiori, quand sa propre équipe joue, c'est très simple. C'est souhaiter la victoire des siens sans souhaiter le malheur des autres. Parce que moi, je commente un sport comme le patinage. Si un Français réussit son programme et gagne une médaille, j'en serais très heureux. S'il le gagne sur chute d'un Russe, d'un Américain, d'un Japonais, etc., j'en serais moins heureux. J'ai souvent parlé de ça avec Philippe. Je ne peux pas concevoir de se réjouir du malheur d'autrui. Je ne peux pas le concevoir, ni dans le sport, ni dans la vie. Mais ça c'est ma philosophie. Et je te parle très sincèrement. À partir de là, je pense que ça évite toute forme de chauvinisme exacerbé, en tout cas. Et puis peut-être que ça remet le sport à sa place, c'est-à-dire que c'est un jeu. Et j'imagine que le commentaire retrouve une espèce de légèreté. J'aime beaucoup le terme de légèreté. Je pense que le sport à la télévision est avant tout pour amener un espace de légèreté, de joie de vivre aux personnes qui nous font l'amitié de nous suivre. Et donc effectivement, je souscris totalement à ça. Tu es aussi évidemment un intervieweur, tu es très connu pour ça, et tu fais un exercice qui est très difficile, qui consiste à interviewer à chaud, sur le champ, des sportifs qui viennent d'accomplir une prestation, une performance. Comment est-ce que tu fais pour te faire accepter de sportifs qui ont peut-être autre chose à penser quand ils ont gagné ou perdu? Alors, c'est très simple. Il y a deux possibilités, gagner ou perdu, tu viens de le dire. Se réjouir d'une victoire, c'est au fond assez facile. Tout le monde est heureux, c'est l'euphorie, c'est l'effervescence, etc. Compatir parce que c'est de ça qu'il s'agit, compatir à une défaite, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où je pense que le journaliste que je suis ou que nous sommes doit faire preuve de délicatesse, qui est un bien joli mot de la langue française, de délicatesse, c'est-à-dire de demander, si toutefois il veut répondre, parce que bon, quelquefois il ne faut pas trop répondre. Et comment tu fais pour demander? C'est très simple, je ne viens jamais avec le micro comme ça devant, je mets le micro derrière mon dos et je dis acceptez-vous de répondre ou pas. S'il me dit non... Tu mets ton visage en avant. Exactement, et si possible un sourire, voilà. Mais s'il me dit non, je n'insiste pas. Je te pose la question... C'est assez rare au demeurant qu'ils disent non. Parfois, il est arrivé qu'ils disent non et que 30 secondes après, ils changent d'avis et qu'ils reviennent. C'est arrivé, même pas parfois, souvent. Je te pose la question parce que, à mon niveau, je fais des interviews et je sais que le fait de se faire accepter, c'est quelque chose qui arrive avant l'interview
qui dépend pas forcément de nous et qui est décisif. C'est exactement ça. D'ailleurs, je pense même que pour aller tout à fait dans ce sens, avant même que l'interview ne commence, je sais si elle va bien ou moins bien se passer. Je le sais, je le sens. En plus, c'est venu avec l'expérience, etc. Il y a certains athlètes avec lesquels j'ai eu un meilleur feeling qu'avec d'autres. Il y a certains tennismen, patineurs, natation, nageurs, que sais-je. Bon, j'interviens sur beaucoup. Il y en a, avec certains, je sais que ça va bien se passer. Et d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on le sent un peu moins, c'est là où il y a un challenge aussi. Et ça, c'est bien. Alors, le premier grand interview que tu fais, c'est avec Martina Navratilova en octobre 87. Comment est-ce que tu t'étais préparé pour aborder cette joueuse qui était à l'époque au firmament de son sport? C'était un tournoi de tennis qui se déroule au Cap d'Agde, donc dans l'Hérault, qui réunissait 4 joueuses qui n'étaient pas loin, étaient les 4 meilleures joueuses du monde. Martina a déjà cité, Chris Evert, Arantxa Sanchez et Steffi Graf. Donc, excusez du peu, c'est les 4 meilleures joueuses du monde. Et donc, bon, comme c'était un tournoi, on va dire, exhibition, c'était pas la finale de Wimbledon. Donc, bon, il y avait un peu plus de facilité. Mais comment est-ce que je suis préparé? Déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps de me préparer parce que j'ai été appelé 48 heures avant. Et puis voilà, dès le départ, ça s'est bien passé. Mais dès le départ, je me suis rendu compte, mais peut-être était-ce par le fait que c'était un tournoi exhibition, comme on disait, que je pouvais peut-être aller plus loin qu'uniquement sur le résultat d'un match, qui au demeurant en plus c'était assez secondaire. Donc, et de mémoire, les 2 des 4 joueuses, voilà, m'ont livré des propos un peu plus intimes, un peu plus tendres peut-être. Développés. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ça, peut-être que c'est quelque chose que je vais essayer de poursuivre. Mais c'était, voilà. Je t'ai demandé comment tu t'étais préparé pour aborder ce premier grand entretien avec des joueuses connues. Mais je pensais que tu m'aurais peut-être dit, je ne me suis pas préparé. Ben oui, c'est exactement ça. Je ne me suis pas vraiment préparé parce que j'ai été prévenu 48 heures à l'avance. C'était pratiquement ma toute première apparition à la télévision. Et 2, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas prévoir le résultat du match. Donc voilà, je suis franchement allé là avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup peut-être de candeur et tout, mais avec un visage et un sourire qui, j'espère, la preuve, donnait aux joueuses l'envie de me répondre. Mais c'est peut-être ça, la meilleure préparation, c'est que l'autre sente qu'on a vraiment envie de le rencontrer. Ah, je crois que c'est un métier de séduction, c'est un métier qui fait qu'on donne l'envie ou pas. C'est une évidence, j'en ai parlé d'ailleurs par la suite avec André Agassi. Il me disait exactement la même chose. Parce qu'il était considéré parfois assez méchant quand il perdait et tout, quand il gagnait, tout allait bien évidemment. Mais il m'avait dit, avec vous, j'ai toujours bien voulu répondre parce que vous aviez une manière de me demander qui me plaisait. Vous n'étiez pas blasé, vous n'étiez pas affalé sur un fauteuil en posant des questions du dernier rang, etc. Donc avec vous, j'ai toujours voulu répondre et j'en avais parlé avec quelques-uns de mes camarades joueurs, Stéphane Edberg, qui n'est pas non plus n'importe qui. Voilà, j'ai eu ces témoignages-là. Et cela, j'ai toujours procédé comme ça. Mais j'ai procédé comme ça avec toi tout à l'heure, avant de faire cette interview. C'est ma façon d'être. Dans une interview, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? Tu n'as pas beaucoup de temps pour questionner la personne que tu rencontres. Alors, la question se pose d'autant plus, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? Une bonne question, c'est déjà une question où l'invité, enfin l'interviewé, si je puis dire, ne va pas répondre tout de suite. Il va réfléchir peut-être 2-3 secondes. 2-3 secondes, ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà 2-3 secondes. Ça prouve qu'il réfléchit à la question. C'est ça une bonne question. Alors la deuxième chose, c'est qu'évidemment, faire sourire et consoler le cas échéant. J'aime bien une bonne question, c'est celle qui vient d'un passeur d'émotions. J'aime bien cette expression. C'est exactement l'intuition que j'avais par rapport à ça. C'est-à-dire que l'essentiel, quand on a une interview très courte avec quelqu'un qui a perdu ou qui a gagné, donc qui est sous l'emprise de l'émotion, l'important, peut-être, c'est pas d'avoir une longue réponse, mais c'est déjà d'avoir la disponibilité de quelqu'un, sa disponibilité émotionnelle. Ah, j'aime beaucoup cette expression. Philippe. Disponibilité émotionnelle. J'aime beaucoup cette expression, c'est exactement ça. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau, c'est une offrande. Moi, il m'est arrivé donc d'intervenir cette fois comme coach auprès de certains sportifs, et je leur disais à chaque fois,
ne faites pas des réponses trop longues. Moi, j'essaie que mes questions ne soient pas trop longues. J'essaie d'autant plus que ce soit le cas parce que j'ai souvent la traduction. Je fais en français et puis je traduis en anglais derrière. Donc, j'essaie que ce soit assez concis. Et évidemment, je ne maîtrise pas la longueur de la réponse des champions. Mais parfois, pour ne pas dire souvent, j'ai vu des réponses trop longues. Je m'en suis rendu compte en les traduisant, parce que c'est pas toujours facile. Traduire une réponse courte, c'est facile. Et ça, dans les clés de la communication que j'ai pu donner dans ces cours, enfin dans ces cours, oui, dans ces interventions, je pense notamment aux footballeurs du FC Metz et bien d'autres, j'insiste là-dessus. Les sportifs subissent de grosses pressions liées à la compétition. Ouais. Ils sont parfois colériques, sont parfois grossiers. Ouais. Et est-ce que tu traduis tout ? Non, justement, j'essaie de les rendre parfois meilleurs que ce qu'ils ne sont. Ils sont parfois, comme tu dis très justement, hélas, grossiers. Ils ne se rendent pas compte des ravages que ça peut faire sur leur image. Les tennismen sont parfois grossiers. Les golfeurs sont... Alors les golfeurs, c'est intéressant parce que c'est un sport normalement d'éthique et de fair play. Mais les golfeurs sont parfois très grossiers, très très grossiers. Et chaque fois, c'est un peu rentré, mais... Je m'en suis rendu compte. Moi, peut-être que je suis un peu d'une certaine ancienne école en disant ça, mais moi, ça continue à me choquer. Je veux dire, quand des joueurs sont grossiers, s'expriment dans un mauvais langage et tout, je n'aime pas du tout ça. Et alors, effectivement, à mon micro, en général, ils font un petit peu attention, quoi. Mais bon, pas toujours, pas toujours. Et quand il le dit en français, ben, il l'a dit. Mais quand il le dit en anglais, je ne vais pas traduire, effectivement, littéralement, tout ce qu'il vient de dire, certainement pas. Alors, c'est amusant parce que tu parles des tennismen, des gens qui font du golf, etc. En musique, on dit par exemple qu'il y a chez les violoncellistes des caractères psychologiques qu'on retrouve chez les contrebassistes, chez les pianistes. Est-ce qu'on pourrait appliquer, est-ce qu'on pourrait transférer cette idée chez les sportifs depuis ton expérience ? Oui, je pense que oui, mais je pense même qu'au sein d'un même sport, on peut avoir des caractères extrêmement différents. Prenons l'exemple de l'athlétisme. Quel point commun y a-t-il entre un coureur de 100 mètres et un sauteur en hauteur ? Ou contre un coureur de 800 mètres et un marathonien ? Ou un lanceur de poids. Donc, même au sein du même sport, je pense qu'il peut y avoir des caractères et des caractéristiques extrêmement différentes. Si on prend par exemple les tennismen que tu connais très bien, par rapport aux patineurs, quels sont les traits qu'on retrouve chez les uns et chez les autres ? Alors, il y a beaucoup plus d'argent déjà dans le tennis que dans le patinage. Donc, je ne sais pas si ça influence des traits de caractère, mais c'est assez amusant. Il y a beaucoup plus d'argent dans le tennis que dans le patinage, mais il y a beaucoup plus de générosité dans le patinage que dans le tennis. Alors c'est curieux ça. Moi j'ai rarement vu un tennisman bourse délier pour ne m'offrir que ne serait-ce qu'un coca. Alors qu'en patinage, voilà, ça m'arrive tout le temps. Donc voilà, ça je suis assez heureux d'insister là-dessus parce que je sais que quelquefois on idéalise énormément les champions. Moi ce que je peux dire c'est dans le tennis que je connais bien. Là. Le tennis c'est vraiment mon métier et ma vie depuis 30 ans. Hein. Enfin, j'ai vu pas mal de petitesses, alors que dans le patinage, j'en ai jamais vu. Donc voilà, dans l'athlétisme non plus. Dans l'équitation non plus. Je commande pas mal de sports, hein, donc je peux faire la comparaison. Quelles ont été les rencontres qui t'ont le plus marqué professionnellement avec des athlètes ? Alors, certainement, j'ai eu la chance d'accompagner je pense les deux plus grands athlètes de l'après-guerre, on va dire, qui sont Carl Lewis et Usain Bolt, qui les deux m'ont manifesté à chaque fois beaucoup de sympathie, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité. Donc je dirais que ce sont certainement eux. Et puis chez les filles, peut-être, ça j'en étais assez fier parce que Marie-Jo Pérec, que tu connais, que tout le monde connaît, la gazelle comme on l'appelait, elle était extrêmement sur la retenue, voire un peu sauvage, un peu sauvageonne, on va dire, pas sauvage, mais avec les médias, etc. Toujours sur la retenue. Et moi, au départ, avec moi, elle était pareille. Mais à la fin, elle était devenue et d'ailleurs, quand on se revoit, c'est le cas, on s'embrasse, on tombe dans les bras, parce qu'il y a une vraie complicité qui s'est nouée au fil de sa carrière, qui a été ponctuée de haut et de bas. Et ce que je regrette vraiment beaucoup, c'est son départ de la scène, là, quand à Sydney en 2000, elle a quitté tout le monde. Je trouve que je regrette ça parce que du coup les gens se souviennent beaucoup de ça et ne se souviennent pas du fait qu'elle est la principale médaillée du sport français, garçons et filles confondus. Mais
En 1992, pour les Jeux Olympiques de Barcelone, quand tu as eu cette interview avec Carl Lewis, c'était pas du tout évident. Comment est-ce que tu as fait, justement? Là, tu parlais, il y a quelques minutes, tu parlais du regard. Là, c'est joué là-dessus. Parce que là, du coup, là, avant, je l'avais jamais vu. Donc lui, je l'avais vu à la télévision, etc. Mais lui ne m'avait jamais vu. Et donc, il y a un regard qui a été changé. Puis j'ai vu beaucoup de complicité dans ce regard, ce qui m'a permis de lui demander, mais j'arrivais à voir que ce soir, là, vous pensez à autre chose. Il dit, je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel, qui venait de perdre récemment et qui veille sur moi ce soir. Et moi, à mon niveau, évidemment, je pensais la même chose. Donc il faut s'imaginer une nuit étoilée à Barcelone. Enfin, c'était vraiment une nuit à part. Et c'était, je crois, le dernier soir des JO. Et je me suis dit, tiens là, je me souviens toujours en rentrant dans le stade, on m'avait proposé une navette. J'ai dit non, je vais rentrer à pied. Je vais rentrer à pied parce que je voulais profiter de ce moment. Et j'ai dit là, bon, là, ma carrière démarre. Je n'avais pas d'idée qu'elle se poursuivrait à forcerie pendant plus de 30 ans. Mais je me suis dit qu'au fond, elle est partie. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Je me suis dit, c'est peut-être parti sur des bonnes bases. Et on va faire en sorte que ce soit le cas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bill Clinton? C'est pas forcément un athlète. Non. Tu l'as rencontré à Roland-Garros. Oui. Pourquoi est-ce que tu es allé l'interviewer? Parce que la rédaction en chef de France 2 me demandait si ce serait quand même bien d'avoir le président des États-Unis et tout, ce qui fut le cas. Non sans mal, parce que bon, on n'arrive pas comme ça avec un président des États-Unis, comme ça, les mains dans les poches. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je perds à essayer? Et finalement, ça a été le cas. On parle des moments où tout se passe bien, il y a aussi des moments où ça se passe pas bien dans les interviews. Alors avec Clinton, ça a failli très mal se passer parce que son garde du corps accompagnateur, c'est le genre de gars plus large que haut, une espèce de karatéka. Je sais. Le problème, c'est que là, si j'avais demandé à lui, je serais toujours encore en train d'attendre cette interview. Mais là, voilà, j'y suis allé, je me suis installé à la sortie des cabinets de toilettes de la tribune présidentielle, pas des toilettes publiques. Et là, lumière rouge, tac, caméra, tout en direct, éclairage. Et là, le gars, pouvait plus rien dire. Je me souviens, après, à la fin de l'interview, il dit « I never said yes to this, I never said yes to this ». J'ai jamais dit oui à ça, etc. Je dis « Oui, maintenant c'est fait ». Donc voilà, ça m'a aussi appris autre chose, c'est que le moins tu passes par les intermédiaires, le mieux tu te portes. Alors évidemment, parfois on est obligé de passer par les intermédiaires. Mais quand on peut s'en dispenser, c'est beaucoup mieux comme ça. Nelson, je pensais en fait à un autre épisode. On a évoqué tout à l'heure la légèreté du sport et les passions se sont déchaînées contre une interview que tu as faite par rapport à une nageuse en 2012. Ah oui. Et par rapport à la légèreté dont on parlait. Non mais là, c'est un malentendu. D'ailleurs, c'est pas le seul, mais bon. Aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention à tout ce qui est réseau, que moi j'appelle volontiers fléaux sociaux. Je me souviens, parce qu'effectivement, ceux qui me connaissent savent que je suis l'inverse de ça. Il y avait une équipe de France de relais qui venait d'obtenir, je crois, une médaille d'argent ou de bronze. Et il y avait une Ophélie Etienne, qui était l'une des nageuses. Et puis, elle venait de perdre sa maman. Et je dis, mais est-ce que... Je sais pas, je trouve que la question est vraiment gentille, quoi. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous souhaitez dédier cette victoire. Je sais pas, je pensais à sa maman. Et puis la fille, effectivement, je crois qu'elle pleurait. Je ne sais pas si elle pleurait pour l'obtention du podium ou l'obtention, bref. Et du coup, je ne m'attendais pas à un tel déferlement, parce que c'était l'inverse de ce que voilà, j'aurais pu passer à autre chose. C'est aussi la versatilité de l'émotion. Ouais. Quand on touche à l'émotion, ça peut se retourner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut faire très attention et il faut laisser, si ça vient de l'athlète, soit, mais ne pas l'entraîner vers. Mais encore une fois, c'était totalement involontaire. C'était d'autant plus involontaire qu'elles étaient 4 et que je posais des questions. C'était pas qu'elles seules. Mais j'ai des exemples, notamment de télévision américaine avec une jeune consoeur qui a voulu, avec le skieur américain Bode Miller, qui pourtant est un skieur formidable et un garçon adorable. Elle l'avait entraîné sur un terrain glissant d'un deuil familial. Et là, en Amérique, ça prend une puissance. Et là, elle s'est fait vilipender, menacée de mort, je dis bien ça, de mort, sur les réseaux, sur les fléaux sociaux. Tout ça, c'est très très loin de moi. C'est la raison pour laquelle, quand j'arrêterai, en tout cas, une chose que je ne regretterai pas, c'est tout ça. Alors, pour mettre un peu de légèreté par rapport à ça, en 2015, tu as publié un livre intitulé « Les perles des journalistes sportifs » aux éditions Fortuna. Est-ce qu'il y a plus de perles chez les journalistes sportifs
que dans d'autres formes Je de pense. journalisme. Je pense. Oui, je pense. Parce que justement, ça fait partie de cette légèreté et en plus, on nous en veut beaucoup moins. Donc moi-même, je suis l'auteur de quelques perles. Philippe Candeloro, j'en parle même pas. Dans ce livre, j'en ai répertorié, je sais pas, plus d'une centaine. Et évidemment, je me mets dans le lot. Je n'ai jamais eu de problème avec la dérision, surtout avec l'autodérision. Qualité dont manquent singulièrement les sportifs. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, voilà, il y a des perles qui sont très charmantes. Précisons que le ski est un sport de plein air. Ah, tiens, j'avais pas remarqué. Vous savez qu'en Formule 1, les voitures vont plus vite en ligne droite. C'est pas possible. Voilà, enfin, c'est ce genre de choses, quoi. Bon, moi, j'en ai encore plein en tête, mais voilà, ça me fait bien sourire. Et les caricatures, notamment des guignols ou Ouais. des humoristes comme ça, Oui. comment tu les prends? Très bien, puisque je parlais à l'instant de dérision, d'autodérision, très très bien. Et je regrette que les sportifs eux-mêmes soient pour la plupart dénués, voire totalement dénués d'autodérision et d'humour les concernant. Si tu veux, c'est assez facile de se moquer des autres, c'est moins facile de se moquer de soi-même. Et moi j'ai toujours eu ça. Je ne sais pas que j'ai un mérite particulier, mais j'ai toujours eu ça. Donc voilà, c'est ainsi. Je t'ai posé beaucoup de questions. Est-ce que tu as une question à me poser? Comment t'es venu justement cet intérêt pour autrui? Ah, je crois que c'est quelque chose qui ne vient pas. Je crois que c'est quelque chose qui est là. Je crois, en y réfléchissant, que ça vient du fait que c'est comme ça que je me découvre. C'est en allant à la rencontre des autres. À la rencontre, ça veut dire en étant surpris par ce qui arrive, que je découvre aussi qui je suis. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast. C'est pour rencontrer des gens et aussi pour me rencontrer, pour mieux savoir qui je suis. Bravo. Bravo, bah, c'est une très belle réponse. Nelson, je vais sortir de cet espace où nous sommes. Je vais te laisser le micro et tu as le dernier mot. Je reviens dans 1 minute. J'ai été très, très heureux de cet entretien qui était extrêmement sincère, chaleureux. Je pense, dit 2-3 choses que je n'avais jamais dites jusqu'ici. Voilà, ça c'est parce qu'on est en confiance. C'est ce que j'essaie moi-même de faire lorsque j'agis au bord du terrain, amener ce qu'il y a de meilleur chez les individus, être un passeur d'émotions, faire rejaillir les sourires, consoler en cas de larmes, parce que ça arrive souvent. Je me suis souvent dit qu'au fond, c'est vrai que le sport, au fond, il y a des choses pires dans la vie que le sport, que de perdre un match ou une épreuve de patinage ou je ne sais quoi, mais qu'au fond, pour nous, on pense c'est pas si grave. Pour eux, c'est leur vie, c'est vraiment leur vie. Je respecte ça. Et si j'ai un parcours qu'on me qualifie volontiers de relativement réussi, puis qui me valent d'être apparemment le journaliste de sport préféré des Français, mais je crois que c'est pour ça. Vive la vie, vive l'humour, vive le soleil qui j'espère continuera à tous nous éclairer. Merci Nelson d'avoir partagé ton histoire et tes réflexions dans Sounds Like Portraits. Retrouvez-le à l'automne dans une nouvelle pièce de théâtre à Paris et très vite sur France Télévisions. Musique Charmeuse de serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.